Bonjour à tous et merci d'être présents nombreux ce soir. Nous vous prions de nous excuser pour ces quelques minutes de décalage. On a eu des petits soucis techniques qui vont se poursuivre partiellement puisque nous aurons notre intervenant que en audio. Pour ceux qui étaient là il y a quelques minutes, on était encore en train de se caler. Malheureusement, les systèmes de sécurité actuels bloquent certaines caméras a priori, mais c'est pas grave, on continuera en audio ce soir. Et on va démarrer maintenant cette conférence sans plus attendre, qui fait partie de la semaine thématique Ocean Week. Donc je m'appelle Alexandra Herman, je suis secrétaire générale adjointe du comité directeur des jeunes IHEDN, et je vais juste intervenir quelques minutes pour vous présenter notre association, avant de passer la main à Louis-Marie et Bastien qui vous présenteront davantage la semaine thématique, son programme et quel est le sens de cette semaine et de cette intervention de ce soir. Là, alors, les jeunes IHEDN, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui a été créée en 1996, qui est riche d'environ 2000 membres qui sont régulièrement investis dans nos activités. On a un réseau qui est assez développé autour de comités thématiques qui sont au nombre de 14, autour de délégations régionales et de délégations internationales. On pourra vous en parler un petit peu plus. Nos comités thématiques aujourd'hui sont organisés soit en spécialité régionale, soit en spécialité sur le fond. Vous pouvez retrouver les comités cyber, marine et océan qui nous animent ce soir, et bien d'autres. Vous les retrouvez tous sur notre site internet et vous retrouvez tous les contacts vers les responsables de comité. Donc n'hésitez pas à les solliciter pour les rejoindre. Nous avons aussi des délégations régionales au travers de la France, donc vous pouvez vous investir dans les territoires un peu partout. N'hésitez pas à contacter nos responsables, ils sont aussi sur le site internet, donc je vais passer assez vite sur cette diapositive, mais vous pouvez retrouver toutes les informations utiles. Une carte des délégations internationales qui est non exhaustive puisque le territoire n'arrête pas de bouger. On a des délégations qui s'ouvrent régulièrement, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous renseigner pour vous investir, y compris si vous êtes à l'étranger. Nos activités ensuite, aujourd'hui, on anime cette association via un certain nombre d'activités qui peuvent être des conférences comme celle de ce soir. Vous le savez, on est également contraint par nos différentes impossibilités de se retrouver en physique pour l'instant. Ça nous donne l'occasion de tester les joies des dispositifs tels que celui de ce soir en vidéoconférence et j'espère que ça pourra pour tous vous intéresser. On a également de grands événements qu'on organise au sein de l'association, mais des événements un peu plus intimistes, comme des visites de sites particuliers ou des ateliers. Vous les retrouvez au sein de toutes les délégations et de tous les comités. N'hésitez pas à vous y investir et à solliciter les responsables pour savoir quelles sont les activités qui sont mises en œuvre. Vous trouvez aussi toute notre activité dans les newsletters, sur le site internet. Vous pouvez également vous investir au travers de publications qui sont riches au sein de notre association, soit directement au sein des comités des délégations, soit sur des projets plus globaux, tels que S'engager par la plume, qui revient périodiquement et qui est un recueil de nos meilleures publications, ou encore des éditions spéciales au fur et à mesure de l'activité. On peut citer par exemple la récente participation du comité sécurité intérieure au livre blanc de la sécurité qui vient de sortir. Donc on essaye d'être au plus près de l'actualité. Et enfin, vous pouvez retrouver le livre blanc de l'association en lui-même, qui sont nos engagements sur les années 2019 et 2020, et qui résume toute notre programmation et nos souhaits d'évolution. Je vais passer la main désormais à Louis-Marie et à Bastien. Je vous remercie réellement d'être si nombreux ce soir et je vous souhaite une excellente soirée. Merci Alexandra, bonsoir à tous et bienvenue. Je suis Bastien Pétrissan, je suis responsable du comité Marine et Océan et je suis également membre du comité directeur et responsable des publications. Donc ce soir, c'est notre troisième conférence dans le cadre de l'Ocean Week. Alors, je vais brièvement vous présenter l'initiative Ocean Week avant de laisser la main à Louis-Marie qui vous présentera plus en détail le sujet de ce soir et notre intervenant. Alors, l'Ocean Week, c'est une initiative qu'on a lancée, qu'on a mûrie pendant plusieurs mois et dont le but est de sensibiliser le grand public aux enjeux que représentent les océans. Et pour cela, la méthode que l'on a adoptée, c'était de faire preuve d'intelligence collective, c'est-à-dire de croiser les regards
institutionnels, privés et associatifs pour vous brosser du mieux possible les enjeux d'aujourd'hui et de demain et les solutions qu'on peut potentiellement apporter. Il y a deux mots d'ordre que l'on a suivis pour programmer cette Ocean Week, qui sont environnement et innovation. Voilà, concrètement, l'Ocean Week, c'est 7 webconférences qui sont donc toutes en ligne et entièrement gratuites. Et donc ce soir, on est sur la 3e webconférence pour la géopolitique de l'Arctique. Bon, ce que je retiens en tout cas, moi, des enjeux de l'Arctique, c'est qu'on a un gros glaçon au nord de la planète qui libère de l'espace. Et donc, évidemment, il y a des nouveaux enjeux, des nouveaux acteurs qui arrivent. Et Mika Mered va nous présenter tout ça, puisqu'il est un expert du sujet. Voilà, Louis-Marie, je te laisse la main. Très bonne conférence à tous. Merci Bastien, bonsoir à tous. Les comités énergie, environnement et marine et océan sont ravis de vous accueillir ce soir. Juste pour présenter rapidement le comité, les membres du comité énergie environnement abordent diverses thématiques sous différents formats, que ce soit articles, conférences comme celle-ci, avec différents sujets comme le changement climatique, l'extraction des ressources pétrolières, minières, gazières, la géopolitique de l'eau, l'agriculture, les énergies bas carbone, etc. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Miko Mered. Malheureusement, on a un problème technique, on ne pourra pas voir sa caméra. Voilà, donc voici son visage, si possible, là. Nous avons donc Miko, Miko est expert de la géopolitique des pôles et de l'hydrogène. Je vous recommande son cours d'ailleurs de géopolitique de l'hydrogène à l'ILRI, qui est passionnant. Miko est conférencier et enseignant dans de nombreuses écoles comme HEC et Sciences Po. Et il est également responsable sécurité et environnement à l'école de guerre, qui forme les officiers supérieurs de l'armée. Vous êtes également, Miko, écrivain et vous avez écrit Les mondes polaires. C'est ce sujet qui nous intéresse ce soir, l'Arctique. N'hésitez pas à me compléter au début de votre présentation si j'ai oublié quelque chose, Miko. Et ce soir, nous allons aborder la problématique suivante, fonte des glaces en Arctique, quels enjeux? Donc, Miko, c'est à vous. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis désolé, j'aimerais bien vous voir et j'aimerais bien que vous puissiez me voir aussi. Alors j'espère qu'on va pouvoir mettre les caméras tous les uns et les autres. Moi en tout cas, je ne pourrai pas ce soir. Et la chose que je pourrais faire par contre, c'est de vous présenter mes slides. C'est déjà mieux que rien. Et puis apparemment, donc on vous a montré mon visage, donc tant mieux. Alors, du coup, j'ai à peu près 50 minutes devant moi. Apparemment, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si je bouge mes slides, voilà, si je bouge mes slides, vous ne les voyez pas. Donc, il va falloir que je le fasse autrement pour partager mon écran. Hop, donnez-moi une petite seconde et ça ira mieux. Voilà. Donc, vous voici tous. C'est parfait. Donc, ce soir, ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est tout simplement essayer en moins d'1 heure, ce qui ne va pas être évident, de couvrir à peu près une centaine de slides pour tout simplement vous expliquer en gros qu'est-ce qui se passe en Arctique. On ne va pas parler Antarctique ce soir, c'est dommage, mais ce sera peut-être une prochaine fois. En tout cas, le mot que je voulais vous dire pour commencer tout de suite, c'est que ce qui se passe en Arctique et en Antarctique n'ont rien à voir. Donc, ne présumez pas que ce dont on va parler ce soir s'applique aussi au Grand Sud. Ça, c'est le premier enjeu. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va diviser le temps de parole en 2 parties. Je vous propose de commencer par poser la question quelle fonte pour quel Arctique ou quels Arctiques. Et puis ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais sans complètement rentrer dans le détail, puisque de fait, on n'a pas beaucoup de temps non plus, pour évoquer les multiples déclinaisons stratégiques de ces enjeux de la fonte de l'Arctique. Et j'espère que ce ne sera pas trop pénible pour vous de juste suivre mes slides avec moi en voix off. Alors, du coup, quelle est la situation? La situation, elle est relativement simple. Avant de commencer par l'Arctique, il faut se récupérer quelques bases sur les grands enjeux internationaux qui sont autour des enjeux climatiques. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers du concept que vous voyez là des warming stripes. L'idée ici, c'est tout simplement d'avoir un outil de visualisation de données qui soit relativement simple et intuitif pour comprendre tout simplement, d'une part, d'où on vient,
donc c'est-à-dire les températures de l'ère pré-industrielle jusqu'à maintenant, et puis surtout où on pourrait aller en fonction de nos scénarios d'action climatique. Les 3 temps qui sont importants qu'il faut retenir sur ce genre de thématique, c'est que le premier temps important à l'échelle mondiale, là pour le coup, on ne se parle pas que d'un pays ou d'une région, c'est le moment où on va atteindre l'apogée des émissions de gaz à effet de serre et en particulier de dioxyde de carbone, de CO2. Ça, c'est le premier élément. C'est le triangle que vous voyez ici en fonction des différents scénarios. Il apparaît évidemment à différentes dates. Ensuite, le deuxième temps important, ça va être le moment où on sera capable de diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 2 par rapport à l'apogée. Donc là, encore une fois, la petite flèche vous donne des indications, des années d'objectifs auxquels il faut atteindre tout simplement cette division par 2 des émissions de gaz à effet de serre en fonction des différents scénarios. Et puis, troisième temps important, c'est le moment où on va devoir devenir neutre en carbone. Et là, les choses se compliquent parce qu'effectivement, devenir neutre en carbone, ce n'est pas particulièrement facile et ça demande évidemment beaucoup de technologie. Selon l'Agence internationale de l'énergie, ça demande à peu près… Ce qu'ils disent à l'Agence internationale de l'énergie sur le sujet, c'est que la moitié des technologies dont on aurait besoin pour devenir neutre en carbone à l'échelle mondiale, à l'horizon 2050, 75 ou 2100, n'existent pas aujourd'hui. Ou en tout cas, si elles existent, elles ne sont pas commercialement déployables. Donc, on a un gros enjeu qui est évidemment un enjeu technologique, on a un enjeu géopolitique, parce qu'évidemment, tout ça, ça permettra d'avoir accès à certains terrains plus qu'à d'autres, ça permettra de rebattre certaines cartes par rapport à d'autres. Et puis le troisième enjeu, c'est tout simplement l'enjeu environnemental en lui-même, les modifications locales des différents climats. Et puis, évidemment, un dernier petit point sur lequel je m'arrête plus longtemps d'habitude, mais là, je vais faire simple et rapide, c'est tout simplement ne pensez pas, ou en tout cas, essayez de ne pas vous limiter, évidemment, au XXIe siècle, puisque les dynamiques que nous engageons maintenant et que vous engagerez tout au long de votre vie, moi y compris, elles vont de fait se poursuivre sur le 22e siècle. Donc, si on est dans une dynamique, dans un cercle vicieux, ça ne fera que s'aggraver et vice-versa si on a décidé de prendre une climate action. Alors, l'Arctique, vous le savez, l'Arctique fond, jusque-là, je ne vous apprends rien, mais ce que je vais peut-être vous apprendre tout simplement, c'est que sur les glaces de banquise, on n'a pas les mêmes types de glaces partout en Arctique. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une animation de la NASA qui vous montre l'évolution des glaces de l'Arctique depuis 1984 jusqu'en 2019. Et sur cette animation, ce qui est important, c'est de repérer le blanc. Le blanc ici, ce n'est pas le seul endroit où il y a de la glace, où il y a de la banquise. Le blanc ici, ce sont des glaces qu'on appelle pluriannuelles, donc c'est-à-dire des glaces qui ont au moins 4 ans, 5 ans d'existence. Ici, plus c'est blanc, plus évidemment elles sont anciennes. Et ce qui va être important, donc, c'est de voir combien il en reste à la fin de l'animation. Évidemment, le spoiler, c'est qu'il ne reste pas grand-chose. Donc, vous avez une banquise jaune qui a tendance, la banquise en gris, qui a tendance tout simplement à se former l'hiver et évidemment à dégeler l'été. Et cette banquise-là est en train évidemment d'une part de se rétracter, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de zones, aussi bien l'hiver que l'été, qui sont ouvertes tout simplement à de la navigation, avec plus ou moins de dangers qui subsistent évidemment en fonction des régions. Il ne faut pas croire que si vous n'avez plus du tout de banquise, il n'y a plus du tout de glace. Ah, merci. Alors, si en plus de ça, vous fermez mon micro à distance, franchement, ça va être vraiment compliqué. C'est pas moi. C'est pas grave, on va y arriver. Et donc, du coup, le concept est simple ici. Ce que j'étais en train de vous dire au moment où on a été coupé, c'est tout simplement que il ne faut pas croire que les zones où il y a du bleu, c'est-à-dire plus de banquise, ce sont des zones où il n'y a plus de glace du tout. Il n'y a plus de banquise formée, mais par contre, il y a toujours des glaces qui vont être dérivantes ici et là et qui, de fait, vont être des dangers pour les navires. Et c'est pour ça qu'il faut là-dessus même casser une idée reçue, puisque en réalité, plus vous avez de glace dérivantes, et finalement, plus vous avez de dangers. C'est presque plus sécurisant de naviguer dans un pack qui est formé plutôt que dans une situation arctique où vous avez des glaces dans tous les sens
qu'il faut donc arriver à détecter, qui sont difficiles à détecter. Alors aujourd'hui, face à cette situation de l'Arctique, évidemment, les engagements qui sont pris en termes de neutralité carbone dans les différents pays du monde sont évidemment importants, puisque plus on prend des engagements de neutralité carbone, plus évidemment on va tendre vers moins d'émissions, et si on a moins d'émissions, de fait, on agit moins sur le réchauffement climatique, et de fait, si on agit moins sur le réchauffement climatique, on va avoir un ralentissement, en tout cas, on espère avoir un ralentissement du rythme de la fonte des glaces de l'Arctique. Et quand je parle des glaces ici, je viens de vous présenter les glaces de banquise, donc c'est-à-dire la glace de mer, mais il y a aussi évidemment la calotte glaciaire, notamment au Groenland, c'est-à-dire la glace qui est sur la Terre et qui est une glace d'eau douce. Donc quand cette glace tombe dans la mer, de fait, elle contribue à l'élévation du niveau des mers. Et puis, il ne faut pas oublier non plus le pergélisol, qui sont les terres gelées. Donc, c'est-à-dire, là, ce n'est pas les glaces qui sont au-dessus de la Terre, ce sont les terres elles-mêmes qui sont gelées, comme ce dont vous avez certainement entendu parler en Russie au mois de juin dernier par rapport à la catastrophe, la pollution, la marée rouge qu'il y a eu au niveau de Norilsk, dans la rivière en Barnaïa, et où on a été relativement prompt à pointer du doigt le réchauffement climatique et la fonte du pergélisol par rapport à l'endommagement des infrastructures qui ont conduit à ces catastrophes. Bref, donc les engagements de neutralité carbone se multiplient. Ici, depuis juin jusqu'à octobre, vous voyez 4 grands pays parmi les plus émetteurs de CO2 sur la planète qui se sont engagés à devenir neutres en carbone en 50 ou en 60. Vous le savez aussi, si Joe Biden arrive bien à être assis dans le siège du bureau ovale le 20 janvier prochain, a priori, dès le 21 janvier, en tout cas c'est ce qu'il nous a promis, il serait capable de tenter en tout cas un engagement de neutralité carbone et de le présenter devant le Congrès le plus vite possible, donc à l'horizon 2050. Donc auquel cas, quand les États-Unis évidemment vont y passer aussi, on aura vraiment une dynamique importante. Aujourd'hui, la dynamique, elle couvre la dynamique de neutralité carbone dans le monde, elle couvre à peu près 50% du PIB, des richesses produites au niveau mondial, et 50% des émissions de CO2. Et en tout, sur les 193 pays de la planète, vous en avez déjà 110 qui ont pris des engagements de neutralité carbone, mais à des temporalités différentes. Et de même pour les multinationales. Évidemment, on est loin de les avoir toutes à bord, mais il y en a beaucoup. Donc, le grand enjeu ici, c'est le suivant. Le grand enjeu, c'est le suivant. C'est de dire, si on veut rester sous 2,5 degrés d'élévation des températures à l'horizon 2100, on est obligé d'essayer d'arriver à être net zéro. Si on n'est pas net zéro avant 2100, et idéalement même avant 2080 ou 2070, on ne pourra pas empêcher l'élévation du niveau des températures mondiales moyennes au-dessus de 2,5 degrés. Or, le véritable souci, pourquoi c'est un palier, c'est l'ultime palier de 2,5 degrés, c'est tout simplement que si vous avez un réchauffement au-delà de 2,5 degrés en 2100 par rapport à la température de l'ère pré-industrielle, vous engagez un cercle vicieux où vous pouvez être sûr et certain, en tout cas, il y a un consensus scientifique aujourd'hui sur le sujet, que les températures continueront à augmenter sur le 22e siècle. Et puis, au contraire, si on arrive à rester en dessous de 2,5 degrés d'élévation des températures en 2100, on peut engager, en tout cas ce sera moins difficile, on peut engager un cycle de retournement de la dynamique en essayant donc de abaisser les températures moyennes mondiales durant le 22e siècle. Donc le grand enjeu, il est là. Et en Arctique, pourquoi c'est un enjeu tout particulier? Ben, c'est tout simplement parce que en fonction des scénarios, si on a une petite action climatique, bah, de fait, on va se retrouver avec un scénario arctique où on aura des températures qui vont s'élever à l'horizon 2100, non pas juste à 5 degrés ou 6 degrés, mais même à 7, voire au-delà. 7 degrés par rapport aux températures de l'ère pré-industrielle, c'est ce que vous voyez à gauche de ce slide. Et puis, le deuxième petit bras de scénario au niveau arctique ici, c'est un scénario, encore une fois, avec une action climatique importante, mais pas non plus complètement radicale. Donc, en gros, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on estime que l'Arctique devrait se réchauffer à l'horizon 2100 d'au moins 3,5 degrés, 4 degrés, voire plus. Donc l'Arctique est en réalité aujourd'hui, on le sait déjà, la région la plus impactée directement par le réchauffement climatique et continuera à l'être. Alors dans tout ça, comment l'Arctique font-ils? C'était le point de départ de notre échange aujourd'hui.
tout simplement, ils font plus côté russe que côté canadien et groenlandais. Et ça s'explique notamment, c'est pas que par ça, mais là, c'est quelque chose qui est facilement mémorisable. Tout simplement, vous avez au niveau de l'espace eurasiatique énormément de flux d'eau qui viennent évidemment depuis le cœur du continent eurasiatique, avec des grands systèmes fluviaux comme la Lena, comme le Yenisei, comme l'Ob, etc., qui viennent se jeter en Arctique, qui ramènent évidemment des eaux avec des compositions salines différentes, avec des températures différentes, etc. Et de l'autre côté, côté américain, vous n'avez pas le même genre de dynamique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que côté russe, vous avez, mis à part quelques archipels, vous avez surtout une plaque continentale qui est relativement bien formée, alors que de l'autre côté, côté américain, vous avez un énorme archipel, l'archipel évidemment canadien qui monte quasiment jusqu'au nord du Groenland, jusqu'à la pointe nord du Groenland. Là, vous avez effectivement beaucoup plus de facilité pour les glaces de rester formées. Donc à partir de là, vous avez ici déjà le début de la clé du sujet arctique, avec tout simplement un environnement de fonte qui est plus favorable à la Russie, en tout cas plus favorable dans le sens où vous allez chercher évidemment à ce que l'Arctique fonde, hein, vous comprenez bien là-dessus, que côté canadien. Donc si on prend les actions des deux gouvernements de part et d'autre, évidemment la Russie a beaucoup plus de chances et beaucoup plus d'intérêt à tout simplement essayer de développer des infrastructures et du commerce dans sa zone arctique que le Canada ne pourra jamais l'envisager. Le deuxième point qui va être très important toujours sur cette question de la répartition des glaces, et je me focaliserai surtout sur les glaces de banquise, hein, comme vous l'avez compris, c'est qu'on a tendance, dans les médias notamment, à ne prendre que comme référence les fontes de glace en été. Or, ce qui va nous intéresser aussi, si on veut développer un business fonctionnel en Arctique toute l'année, ce qui est le cas de la Russie, ce qui est le cas de la Norvège, ce qui est le cas du Groenland, j'en passe et des meilleurs, c'est de voir aussi le comportement des glaces l'hiver. Or, le comportement des glaces l'hiver, on le connaît mal, et de fait, aller monter des expéditions pour étudier les comportements de glace l'hiver en Arctique, c'est très compliqué, ça prend énormément de temps, c'est très cher, et de fait, vous avez peut-être entendu parler ces derniers mois de l'expédition Mosaïque, qui a duré plus d'un an en zone arctique, dans le haut Arctique, au niveau du pôle Nord et immédiatement au sud. Et du coup, cette expédition Mosaïque, qui a vu la coopération de beaucoup d'États, à commencer par l'Allemagne qui pilotait le projet, avec la Chine, avec la Suède, avec la Russie, avec même les États-Unis, etc., ça a demandé plus de 10 ans de collaboration, de discussion pour la montée. Et évidemment, en termes de budget, budgéter un peu plus de 150 millions de dollars pour une mission de recherche au cœur de l'Arctique, c'est quand même quelque chose de relativement compliqué à monter. Donc, vous n'allez pas monter ça tous les jours. Et ce qui est assez problématique du coup, c'est que on connaît mal, d'une part, le comportement des glaces en Arctique l'hiver, donc du coup, on sait peu ce qui est relativement faisable ou pas faisable en Arctique, mais surtout, le point le plus important, c'est que si on ne maîtrise pas bien l'évolution des glaces l'hiver, de fait, on peut être surpris par rapport au comportement des glaces l'été. Donc, fondamentalement, ici, vous avez une coordination d'intérêts entre les investisseurs, ceux qui veulent tout simplement exploiter l'Arctique, pour faire simple. Vous avez les gouvernants derrière qui ont aussi un intérêt à exploiter l'Arctique, qui trouvent le même intérêt que les investisseurs. Et puis derrière, les scientifiques aussi, qui y trouvent un intérêt puisque ça leur permet de développer des budgets. Maintenant, ceux qui évidemment n'y trouvent pas d'intérêt, ce sont les activistes environnementaux et peut-être sans doute la planète. Mais ça, c'est un sujet que je laisse à votre sagacité. Donc, penser la fonte hivernale plutôt que la fonte estivale, c'est un élément relativement important. Et donc, du coup, ce que vous voyez sur ces cartes que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est que les glaces d'hiver, elles ne sont pas présentes particulièrement sur la mer de Barents, donc au nord de la Norvège et au nord de la partie occidentale de la Russie. Elles ne sont pas présentes non plus au niveau du sud du Groenland, en tout cas du sud-ouest du Groenland, et elles ne sont pas présentes non plus au niveau du sud de la mer de Bering, qui est au sud du cercle polaire, certes, mais qui comporte tout simplement des écosystèmes et des peuples qui se revendiquent tout à fait comme arctiques et qui ont un impact sur le développement de l'ensemble de la région. L'autre point qui est important, c'est que l'Arctique s'étend au sud, là aussi l'hiver, puisque même si la glace, elle est relativement fine, elle est là et elle descend à partir de l'Arctique jusque dans le détroit du Saint-Laurent, ce qui pose des difficultés stratégiques au Canada, ce qui peut potentiellement poser des difficultés stratégiques aussi par rapport à Saint-Pierre-et-Miquelon, on en reparlera plus tard peut-être. Et puis de l'autre côté,
côté Pacifique, vous voyez aussi que le long de ce qu'on appelle le Pacific Rim, donc tout simplement la côte pacifique de la Russie, descendant jusqu'au Japon, sur les Corées et la Chine, vous voyez aussi qu'il y a une présence de glaces qui ne sont pas forcément connectées avec la banquise arctique, mais qui de fait sont c'est tout à fait le même sujet, le même problème, et qui nécessitent donc un certain nombre de surinvestissements, par exemple pour les programmes pétroliers dans la région de Sakhaline, et puis qui font que des pays comme le Japon, par exemple, disent aujourd'hui, moi je ne suis pas arctique certes, mais ceci dit, pendant au moins 2 mois, 3 mois l'hiver, j'ai des glaces. Et ces glaces, elles sont continues avec les glaces de la région subarctique, voire arctique. Et de fait, c'est une forme de justification pour le Japon de s'inclure toujours un peu plus dans la gouvernance de la zone arctique. L'autre point qui est important ici, et puis après j'arrête sur les concentrations de glace, je vous le promets, c'est qu'il faut aller plus loin que la question de la superficie des glaces, c'est-à-dire, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais que ne pas avoir de banquise formée, donc c'est-à-dire ne pas avoir de blanc sur la carte, parfois c'est peut-être plus dangereux pour la navigation que d'avoir du blanc sur la carte. Et le deuxième point, c'est donc que toute cette banquise n'est évidemment pas égale, puisque ici ce que vous voyez, c'est tout simplement la concentration de glace sur des zones un peu plus fines. Donc ici, il faut faire attention et on n'a pas les mêmes besoins partout. Alors du coup, le vrai sujet quand on a posé tout ça en base, c'est comment agissent évidemment les États et les investisseurs. Et donc, je vous avais promis une centaine de slides et je n'ai pas beaucoup de temps pour tous les évoquer. Donc, je vais ouvrir un maximum de portes. Certains d'entre vous peut-être auront l'occasion de revenir sur certains points dans les questions. Mais surtout, l'idée ici, c'est de vous ouvrir un maximum de portes pour que vous puissiez derrière mener vos propres recherches sur ces sujets qui sont absolument faramineux dans le sens où ils sont extrêmement complexes et tous liés à certains degrés. Donc ici, l'enjeu, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, je n'ai pas de chat sur lequel je pourrais vous demander, faire un petit sondage si vous l'avez vu comme on le fait en cours, mais le vrai sujet ici, donc, c'est qu'avec toutes ces modifications environnementales qui induisent des modifications de la géographie humaine sur place, que ce soit la géographie politique, la géographie économique, la géographie des infrastructures, etc., eh bien, vous avez un certain nombre de pays qui ont une approche relativement opportuniste et qui cherchent du coup à déstabiliser la zone en multipliant des concepts alternatifs pour tout simplement essayer de dire, bon, l'imagerie qu'on a classiquement de l'Arctique, cette zone au nord du cercle polaire avec sa glace, sa neige, son permafrost, etc., tout ça c'est dépassé. Et ces différents pays que vous voyez là, finalement, tendent à déconstruire la stabilité sur laquelle, ou en tout cas les piliers sur lesquels s'est construite la gouvernance de l'Arctique. Donc typiquement, des pays comme l'Inde ou la Chine portent par exemple le concept de troisième pôle, en disant qu'il n'y a pas que l'Arctique et l'Antarctique dans la cryosphère, il y a aussi le plateau du Tibet et le massif de l'Himalaya, et de fait, ce qui se passe en Arctique et ce qui se passe en Antarctique, on le retrouve tout à fait dans le massif de l'Himalaya et le plateau du Tibet, ce qui fait là aussi une continuité stratégique, une continuité scientifique, une continuité environnementale entre les régions polaires et puis le territoire chinois et le nord du territoire indien. Donc là-dessus, un concept particulièrement important. Un concept pas très éloigné de celui que la Suisse a porté quand elle a candidaté au Conseil de l'Arctique il y a maintenant 5 ans, puisqu'elle a porté le concept de nation arctique verticale. Elle disait exactement la même chose que la Chine et que l'Inde, mais d'une manière différente. La Suisse a dit tout simplement quelle différence il y a entre des pays de l'Arctique qui sont effectivement arctiques au sens des contraintes climatiques, etc., au niveau de la mer, et un pays comme la Suisse où on va retrouver le même genre de contraintes, le même genre de difficultés à mener des opérations de recherche scientifique, le même genre de difficultés opératives pour les acteurs économiques, etc., mais à partir de 3000 mètres d'altitude. Donc le concept de nation arctique verticale de la Suisse, c'est tout simplement cette idée-là que l'Arctique n'est pas seulement une question de longitude, c'est peut-être aussi une question d'altitude. Ensuite, vous avez le grand concept qui a beaucoup courroucé l'administration Trump ces dernières années, un concept porté par la Chine qui est le concept de proche arctique, comme on parlerait par exemple de Proche-Orient. Et l'idée ici, c'est un concept qui est porté quasi exclusivement par la Chine. Il est aussi porté maintenant par l'Écosse et depuis maintenant quelques semaines par l'Estonie, c'est-à-dire essayer de créer cette fois-ci une proximité purement géographique avec la zone. Et puis, dernier point, la France n'est pas exempte
non pas de tout reproche ici, mais en tout cas d'intérêt, puisque même si Dunkerque est plus proche du cercle arctique que ne l'est Saint-Pierre-et-Miquelon, eh bien tout simplement, là, c'est la question climatique qui fait que Saint-Pierre-et-Miquelon va avoir plus de proximité identitaire, plus de proximité climatique, plus de proximité aussi géoéconomique avec l'Arctique, donc que le territoire métropolitain. Là encore, être arctique ou subarctique ou je ne sais quoi, ce n'est pas qu'une question de latitude. Donc aujourd'hui, le vrai maître, et en tout cas jusqu'au 20 janvier a priori, le vrai maître de l'Arctique, c'est lui, c'est-à-dire c'est un peu Trump, un peu Poutine, un peu la Russie, un peu les États-Unis donc, qui sont évidemment les deux grandes puissances de la région. Et le véritable concept de l'Arctique aujourd'hui en termes de régionalité, c'est tout simplement quelque chose qui s'organise autour de ces deux grands États, Russie, États-Unis. Sauf que d'un côté, on a un État, la Russie, qui est évidemment riverain, c'est-à-dire côtier de l'océan Arctique, qui investit énormément, qui cherche des partenaires, etc. Et de l'autre côté, on va avoir les États-Unis qui vont être aussi riverains de l'Arctique, au sens où les États-Unis sont un État côtier, évidemment, de l'Arctique, mais ce n'est pas le territoire métropolitain, c'est un territoire d'outre-mer, l'Alaska, déconnecté du reste de l'entité politique que sont les États-Unis au sens des Lower 48, donc les 48 États du Sud. Et cet État, l'Alaska lui-même, qui représente 1/5 du territoire américain, pour seulement 700 000 habitants, eh bien, de fait, il va avoir un certain nombre de limitations quant à ses capacités d'investissement, d'entraînement politique, de poids géopolitique, de poids diplomatique. Donc, typiquement, on va avoir ici une asymétrie très claire entre Washington et Moscou qui s'explique tout à fait par la géographie et la géopolitique des lieux. Puis ensuite, vous avez d'autres États, là je vais faire rapide, hein. Vous avez là, par exemple la Corée du Sud ou encore le Japon qui cherchent eux aussi, mais avec moins d'agressivité qu'on a pu le voir par exemple avec la Chine, à tout simplement essayer de changer un petit peu, non pas forcément les frontières de l'Arctique, mais encore une fois, ses limites géopolitiques en disant le Japon peut être un acteur particulier, une partie prenante tout à fait majeure en Arctique, et à partir du moment où on inclut les dimensions investissement, les dimensions infrastructure, etc., eh bien, on peut envisager l'Arctique autrement que juste une entité régionaliste qui, petit à petit, est coordonnée et gouvernée uniquement par les pays qui ont des territoires au nord du cercle polaire. Alors du coup, pour bien le comprendre, je vous propose tout simplement voilà, je vais enlever le son, ça va être beaucoup plus simple, ça me fera gagner un petit peu de temps. Je vous propose de regarder rapidement cette vidéo qui en fait a été produite par des acteurs économiques finlandais et notamment la Chambre de commerce de Laponie. C'était il y a maintenant quelques années, ça devait être 2016 si je ne dis pas de bêtises. Et cette vidéo, grosso modo, elle vous présente tout simplement le principal enjeu pour beaucoup de populations en Arctique, qui est tout simplement comment l'Arctique doit-il s'insérer dans la mondialisation. Est-ce que l'Arctique doit rester une zone à part, en marge de la mondialisation, ou est-ce que l'Arctique peut tout simplement devenir l'un des nouveaux centres de la mondialisation? Et donc, l'un des projets comme ce projet Arctic Corridor, il est tout à fait inscrit dans ce genre de débat, puisque l'idée ici consiste à dire tout simplement, passer par l'Arctique pour connecter le nord-est asiatique avec l'Europe ou avec même la côte est du continent nord-américain, c'est plus rapide, c'est plus économique. Comme c'est plus rapide et plus économique, ça permet de consommer moins de CO2, etc., etc. Donc, il y a plein d'arguments qui sont développés autour de ça, etc., etc. Bon. C'est pour ça que petit à petit, il y a des projets donc de ports, de hubs de transbordement, de développement industriel, etc., etc. Donc, cette idée que l'Arctique est en train de changer de dimension, passer d'une région frontière de la mondialisation à une région passerelle entre deux centres de la mondialisation, c'est aujourd'hui ce qui détermine les dynamiques principales de l'Arctique autour de quelques industries que vous voyez ici et qu'on va détailler juste après. Donc, l'Arctique fond, on le sait, on s'est demandé comment il fondait, quelles sont les conséquences évidemment sur le transport maritime, parce que qui dit évidemment zone isolée avec des populations complètement éparses, évidemment moins de 4 millions d'habitants sur un grand territoire qui dépasse
qui dépassent les 15 millions de kilomètres carrés, évidemment, ça ne permet pas de créer des centres au niveau locaux, en tout cas basés sur des grands centres de consommation à proprement parler. Donc fondamentalement, si l'Arctique a une dimension passerelle, eh bien cette passerelle, elle passe par où? Est-ce qu'elle passe par le passage du nord-ouest, côté canadien? Est-ce qu'elle passe par le passage du nord-est, côté russe? Ou est-ce qu'elle passe par la route transpolaire, donc c'est-à-dire directement par le pôle, ou en tout cas directement par les eaux internationales du centre de l'océan Arctique, route que nous appelons transpolaire, mais que nos amis chinois maintenant appellent le passage arctique central. La logique ici étant de dire, là encore, que le passage est possible et donc de créer une situation, en tout cas une approche vis-à-vis des populations et des investisseurs où l'Arctique est donc un passage, une passerelle, plutôt qu'une frontière. Et si vous voulez, un petit élément qui pourrait être le comble du comble, c'est que évidemment, on sait pourquoi l'Arctique fond, on l'a déjà dit, mais ce qui est assez fascinant, c'est que même si on veut faire une transition énergétique vers les renouvelables, par exemple, eh bien là encore, plus l'Arctique fond et quelque part mieux c'est. C'est-à-dire que là encore, si on veut faire une transition énergétique, on va avoir besoin de terres rares, on va avoir besoin d'éoliennes, on va avoir besoin de panneaux solaires. Et aujourd'hui, on va avoir besoin de plein d'autres choses évidemment, mais aujourd'hui, les matières premières de l'Arctique peuvent répondre à cette transition. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est tout simplement que les armateurs, sur des convois spéciaux de ce type-là, sont, en tout cas en Chine, pour certains en France, pour certains en Allemagne ou encore au Royaume-Uni ou en Corée du Sud ou au Japon, enclins à passer par l'Arctique plutôt que de passer par le Sud. Donc là-dessus, je ne reviens pas en détail. Et j'ai pas dit que c'était bien. Hein. Ça, encore une fois, je laisse à votre sagacité. C'est à vous de décider si c'est bien ou si c'est pas bien. Je suis pas là pour vous influencer sur le sujet, même si si vous me suivez sur Twitter, vous savez peut-être ce que je pense. Alors, dans tout ça, il y a effectivement des structures de gouvernance. Évidemment, l'Arctique n'est pas un Far West, contrairement à ce que je peux entendre très régulièrement et ce que vous allez encore entendre dans un dossier qui va être publié par Le Point dans les prochains jours. Je ne vous dis pas qui c'est qui l'a dit, vous verrez ça dans Le Point. L'Arctique n'est pas un Far West dans le sens où vous avez plus d'une vingtaine de traités internationaux plus ou moins spécialisés qui tout simplement organisent l'Arctique. Et puis l'autre sujet, c'est que vous avez un certain nombre d'organes diplomatiques, comme par exemple le Conseil de l'Arctique, qui est l'organe de référence, mais qui n'est pas le seul, qui va organiser là aussi le dialogue ou en tout cas une forme de coopération. Donc le Conseil de l'Arctique, pourquoi on en parle? C'est parce que effectivement, c'est l'organe diplomatique de référence créé en 1996, mais qui avait fait l'objet de négociations depuis 1987. Et du coup, la vraie histoire du Conseil de l'Arctique, c'est tout simplement 8 pays membres qui essayent de tout simplement créer une forme de dialogue à la fin des années 80 et qui vont essayer de démilitariser la zone. Sauf que si on a réussi effectivement à démilitariser la zone à la faveur de la chute de l'Empire soviétique, de l'Union soviétique, eh bien, nous avons aujourd'hui une démarche inverse, un reflux évidemment, avec une remilitarisation de la zone. Donc ces 8 pays, ce sont les 8 pays qui ont des territoires ou des méritoires au nord du cercle polaire. Donc vous les voyez ici, hein, je vais les faire rapido. Canada, Islande, Norvège, Suède, États-Unis, grâce à l'Alaska bien sûr, Danemark, grâce au Groenland, la Russie et enfin la Finlande. Donc ça, c'est les 8 pays membres. En plus des pays membres, vous avez 6 organisations de peuples autochtones qui siègent aussi au Conseil de l'Arctique, mais qui n'ont pas de droit de vote, entre guillemets, dans le sens où le Conseil de l'Arctique est un organe, un forum intergouvernemental. Donc, ce sont les gouvernements qui prennent les décisions et qui signent les documents qui sont négociés sous l'égide du Conseil de l'Arctique. Le Conseil de l'Arctique en lui-même ne signe pas le document, premièrement, et puis deuxièmement, les peuples autochtones eux-mêmes n'ont pas donc cette capacité de signature, puisqu'ils ne sont pas des gouvernements. En tout cas, pas tout de suite. Dans tout ça, vous avez 39 observateurs, et parmi ces 39 observateurs, vous avez 13 pays. Et dans ces 13 pays, c'est là que vous allez trouver la France. Alors là aussi, vous avez peut-être entendu des ambassadeurs ou ambassadrices pour les pôles vous expliquer que la France n'avait pas droit de parole au Conseil de l'Arctique. Là encore, c'est faux, la France a pu tout à fait prendre la parole au Conseil de l'Arctique, ou en tout cas tous les pays qui ont des contributions particulières et significatives au Conseil de l'Arctique parviennent à prendre la parole d'une manière ou d'une autre. C'est le cas assez régulièrement, par exemple,
de la Pologne, mais fondamentalement, ces 13 pays observateurs sont, comme leur nom l'indique, observateurs dans le sens où ils sont censés contribuer aux travaux du Conseil, mais ne pas chercher à influencer sur la direction du Conseil, la direction stratégique du Conseil qui est réservée donc aux pays membres. Alors maintenant que j'ai dit ça, voilà ce que ça vous donne sur une carte. Les questions environnementales, de fait, permettent aux différents pays observateurs, et même à des pays qui ne sont pas du tout observateurs du Conseil de l'Arctique, d'essayer d'amener une forme d'influence sur les questions à minima environnementales. Alors, ce que vous voyez à droite sur cette carte, je vous ai listé à peu près tous les groupes de travail ou les groupes d'experts qui travaillent au sein du Conseil de l'Arctique sur des enjeux liés de près ou de loin à l'environnement ou au maritime. Donc, en fait, vous avez 6 groupes de travail au Conseil de l'Arctique. Sur les 6 ont une action de près ou de loin sur les questions maritimes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, de fait, ce Conseil de l'Arctique, il est de plus en plus en expansion, à un tel point que ça provoque une forme de contre-coup, et ce contre-coup, c'est tout simplement les pays riverains, c'est-à-dire les pays côtiers de l'océan Arctique, pas juste ceux qui ont des territoires ou des mers au nord du cercle polaire, les 5 pays qui ont des côtes sur l'océan lui-même, qui choisissent de se réunir sous un autre format, un format informel, sans secrétariat, sans périodicité non plus. Et ce format, vous le voyez ici, c'est ce qu'on appelle le format d'Ilulissat, créé en 2008. Et typiquement, c'est dans ce genre de format où vous n'avez aucun observateur que a été négocié, par exemple, l'accord sur le moratoire. Le moratoire, je vais l'appeler comme ça plus simplement, le moratoire sur la pêche dans l'océan Arctique central. Ce sont ces 5 pays qui ont négocié de 2015 à 2018 seuls, sans observateur, pour y parvenir, et ils ont invité à l'accord les grandes nations qui pêchent dans l'Arctique ou sinon dans l'océan Arctique central, au moins à la lisière de l'Arctique, à savoir la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l'Islande, bien sûr, et l'Union européenne, puisque je vous rappelle que sur la pêche, la question pêche est une compétence de la Commission européenne et non plus une compétence des États. Donc, vous avez ce petit baroud d'honneur, dirons-nous, des pays de l'Arctique qui essayent tout simplement de, au-delà de ce qui se passe avec le Conseil de l'Arctique, essayer de récupérer une forme de pouvoir, en tout cas de conserver leur club ou de créer des sous-clubs, dirons-nous, pour pouvoir gérer ce qui les intéresse communément. On va retrouver à peu près la même chose dans la région de Barents. Donc là, on est dans le nord de l'Europe. Et évidemment, vous allez retrouver à une échelle régionale des acteurs subétatiques de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la Russie occidentale, qui vont là aussi discuter de développement économique, discuter d'énergie, de culture, de tourisme, de jeunesse, discuter aussi d'environnement, de préservation des forêts, j'en passe et des meilleurs, mais à l'échelle de la région de Barents. Donc ça aussi, la France d'ailleurs en est observatrice. Vous avez encore d'autres institutions, je ne vais pas vous toutes les faire parce qu'il y en a plein, mais typiquement le Northern Forum, Forum nordique, c'est pareil. Le Forum nordique, je vous ai mis 2 cartes ici. La carte de gauche, c'était la carte tout simplement des premiers membres du Northern Forum. Et puis la carte de droite, c'est celle actuelle. Donc comme vous le voyez, c'est un forum qui est un petit peu en perte de vitesse. C'est un forum qui avait été créé par les Américains, par tout simplement le gouverneur d'Alaska au tout départ, qui avait été initié par lui pour tout simplement, à la chute de l'Union soviétique, essayer de créer de nouvelles formes de dialogue et de coopération, notamment avec les régions de l'Extrême-Orient russe. Mais de fait, ça a été un petit peu laissé tomber à l'époque de Sarah Palin, fameuse gouverneure républicaine d'Alaska, et puis ça a été repris par les Russes qui y ont vu une opportunité et qui depuis pilotent le Forum nordique. Les peuples autochtones aussi ont une importance particulière, mais il y a un bémol à apporter à la place des peuples autochtones en Arctique, c'est que, mis à part au Groenland, où 89% de la population est d'origine autochtone, mis à part au Canada, où vous avez dans l'Arctique canadien un peu plus de 53% de la population qui est d'origine autochtone, sur tout le reste de l'Arctique, eh bien de fait, les autochtones sont minoritaires, voire très minoritaires, et donc ont une difficulté à avoir des représentations politiques ou diplomatiques, ou en tout cas un certain poids. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que les peuples autochtones de l'Arctique sont quelque part transnationaux par nature. Ce que vous voyez sur la carte de droite,
c'est la carte donc des représentations autochtones au Conseil de l'Arctique, donc les 6 organismes qui sont représentatifs et qui siègent à la même table que les gouvernements, ceux dont je parlais tout à l'heure. Et ce que vous voyez, c'est que, bon, mis à part pour les peuples russes, qui sont évidemment consolidés juste à l'échelle russe, avec l'association REPON, tous les autres sont à minima à cheval sur 2 pays. Pour ce qui est des Inuits, donc le Conseil Inuit circumpolaire, le ICC en bleu, vous en avez au Groenland qui sont représentés au Canada et en Alaska. Pour ce qui est du Conseil Sami, donc là on est sur le nord de l'Europe évidemment, vous en avez en Norvège, en Suède, en Finlande et même en Russie sur la péninsule de Kola. Pour ce qui est des Athabascans, on va retrouver des populations disparates certes, mais à l'échelle de l'association, à l'échelle du Conseil, vous allez retrouver des populations américaines et canadiennes. Pareil pour les Gwich'in. Et pour ce qui est des Aléoutes, le Conseil, l'association internationale Aléoute, elle est d'abord évidemment pour les peuples aléoutes américains, donc sur les îles aléoutiennes qui partent de l'Alaska et qui forment le sud de la mer de Bering, la limite sud de la mer de Bering, mais il y a aussi des populations aléoutes côté russe, tout simplement des familles qui ont été séparées par la frontière artificielle, voire qui s'en moquent complètement de la frontière, puisqu'ils sont là depuis 10 000 ans. Donc vous comprenez un petit peu l'idée ici, les peuples autochtones sont relativement transnationaux par nature, et du coup, chaque type de représentation a son mérite. Si vous voulez maintenant, à partir de maintenant, parce que mine de rien, il va falloir que je vous laisse du temps pour les questions aussi, ce que je vous propose, c'est que si vous voyez des slides un petit peu chargés comme ça, n'hésitez pas, quand vous reverrez le replay ensuite, à faire pause ou maintenant, d'ores et déjà, à faire une petite capture écran pour pouvoir récupérer les slides et les lire tranquillement plus tard. Alors, chaque système a son mérite. Internationalisme, interrégionalisme, les deux cohabitent tout à fait en Arctique. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir quels sont les États qui arrivent à jouer sur les deux tableaux, comme par exemple les États-Unis, comme par exemple la Russie, comme par exemple évidemment la Chine ou encore la Corée du Sud ou le Japon, et les États qui ne font que de l'internationalisme, comme par exemple la France ou la Pologne. Donc du coup, vous allez retrouver là encore des dynamiques qui vont être imbriquées certes, mais qui vont être disparates entre de la diplomatie intergouvernementale et de la diplomatie interrégionale ou des investissements qui vont être décidés de région à région, de municipalité à municipalité, etc., etc. Donc, une fois tout cela dit, le principal intérêt commun de tous ces acteurs aujourd'hui en Arctique, tous ceux que je vous ai présentés là, qu'ils soient arctiques, non arctiques, qu'ils soient autochtones, qu'ils soient immigrés du Sud, etc., c'est permettre l'émergence de nouveaux marchés. L'intérêt commun, il est là. Et en fonction des différents territoires, vous allez trouver des logiques de marché différentes. C'est ce que je vais vous détailler dans la deuxième partie. Mais fondamentalement, voilà un petit peu la situation. Donc là, je vous ai présenté juste les dernières arrivées de la flotte de Hurtigruten, qui est le numéro 2 mondial des croisières d'expédition polaire. Mais le numéro 1 mondial, il est français, c'est Ponant. Ponant qui appartient au groupe Artemis, vous le savez peut-être. Et du coup, Ponant, l'année prochaine, va certainement, ça va être un peu make or break pour eux, c'est-à-dire qu'ils vont lancer sur le marché leur premier brise-glace de croisière pour l'Arctique, ils vont pouvoir aller jusqu'au pôle Nord. Et de fait, ça va être make or break parce que soit ça va se passer très 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 bien et il n'y aura pas de débat, soit les gens s'offusqueront de ce genre d'offre et il y aura débat. Donc typiquement, on verra comment ça se passera l'année prochaine, mais 2021, là-dessus, sur le secteur de la croisière en Arctique, pourrait potentiellement être mouvementé. C'était un petit teasing pour cette deuxième partie. Vous avez vu qu'il y a plein d'enjeux. Vous avez vu qu'il y a évidemment des questions qui dépassent la géopolitique, qui vont être plutôt géostratégiques, plutôt géoéconomiques, qui vont être de la géographie pure, qui vont être identitaires, qui vont être linguistiques ou que sais-je encore. Maintenant, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'ouvrir un maximum de déclinaisons stratégiques de tous ces enjeux. J'espère que vous êtes toujours là, toujours vivant, et que vous êtes prêts à rentrer dans la deuxième partie, qui sera plus courte, du coup, puisque l'objectif, c'est quand même de vous laisser, comme je disais, des questions. Toujours vivant. Ah, toujours vivant, toujours debout, toujours la banane, c'est bon? Parfait. Allez, nickel. Du coup, on est parti pour un siècle de pétrole et de gaz arctique. En fait, non, on revient d'un siècle de pétrole et de gaz arctique. Pas sûr qu'on parte pour un nouveau siècle, puisque, alors ça se sait pas beaucoup, mais
Effectivement, ça fait depuis 1922 qu'on exploite du pétrole en Arctique. Ce n'est pas quelque chose qui date du 21e siècle ou même des années 80 ou des années 60. Mais ce qui a changé évidemment entre les années 20, puis les années 60 et puis maintenant, c'est évidemment la magnitude de l'exploitation, c'est évidemment le prix de ces exploitations et de fait les différents types d'acteurs qui s'y investissent. Donc ce que vous voyez ici, c'est juste quelques éléments clés, quelques chiffres clés sur l'état pétrolier et gazier de l'Arctique. Aujourd'hui, les points importants étant évidemment la part du reste à découvrir mondial, les champs découverts, le nombre de forages réalisés et les différents seuils de rentabilité. Donc tiens, petite photo, voilà, je savais bien que je l'avais mise quelque part, petite photo de ce champ de Norman Wells en 1922 qui a lancé les hostilités de l'exploitation du pétrole en Arctique. Pour ce qui est des mines, on exploite des ressources minières en Arctique depuis le milieu du 19e siècle, donc là encore, c'est pas récent. Et pour ce qui est du bois ou encore de la pêche, ça, on les exploite en Arctique depuis plus de 500 ans. Et quand je dis on, c'est aussi bien pour le coup les Russes que les Norvégiens, que les Néerlandais, les Anglais ou encore les Français. Ce qui change évidemment aujourd'hui, c'est la manière dont on exploite et c'est cette magnitude dont je parlais. Ce que vous voyez ici, c'est tout simplement la première plateforme offshore, donc c'est-à-dire en mer, de production qui a été lancée, de production d'hydrocarbures qui a été lancée en 2013 par le géant russe public Gazprom. C'est la plateforme de Prirazlomnoye sur la mer de Petchora, donc on est encore une fois dans la partie occidentale de l'Arctique russe. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on s'intéresse plus à l'Arctique qu'avant? Est-ce que c'est juste parce que c'est plus accessible? Alors oui, évidemment, mais c'est aussi parce que c'est plus rentable. Et la rentabilité des champs arctiques, elle n'est pas due uniquement à la question de l'accessibilité. La rentabilité des champs arctiques, elle est due aussi tout simplement à l'évolution aux innovations, aux nouvelles logiques managériales, aux nouveaux business models d'exportation qui sont mis en place pour tout simplement optimiser encore et encore et encore tout simplement les infrastructures ou les exploitations dans la zone. Donc aujourd'hui, même dans un scénario de pétrole bas, puisque le scénario de pétrole bas aujourd'hui, c'est un pétrole autour de 50 $ de moyenne, l'Arctique est tout à fait rentable. En tout cas, pas tout l'Arctique, mais une bonne partie des grands champs qui ont été lancés en production ces dernières années. Donc on exploite différemment. Un exemple ou un chiffre plutôt pour vous permettre de bien visualiser la magnitude des changements sur ne serait-ce que les 5-6 dernières années. Ici, nous sommes en mer de Barents, donc nous sommes dans le nord de la Norvège. Et ce que vous voyez, c'est tout simplement une petite animation 3D du champ de Johan Castberg. Le champ de Johan Castberg, c'est un champ qui est porté par Equinor, donc c'est-à-dire le pétrolier national norvégien. Et de fait, ce qu'ils sont arrivés à faire en optimisant toujours plus leur modèle économique, c'est de faire baisser le seuil de rentabilité estimé du champ de 80 $ le baril à 32 $ le baril en seulement 5 ans. Donc, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est qu'un seuil de rentabilité, c'est tout simplement le prix à partir duquel vous commencez à faire des bénéfices, tout simplement. Donc, c'est-à-dire si votre champ il est à 32 $ de seuil de rentabilité et que le pétrole se trade à 30 $ ou à 25 $, vous perdez de l'argent. S'il se trade à 33 $ ou plus, vous en gagnez naturellement. Donc aujourd'hui, on exploite l'Arctique différemment et il y a plein de choses à exploiter. Est-ce que c'est bien ou pas? Là encore, je laisse ça à votre sagacité, mais il y a plein de choses à exploiter de fait. Et ce que vous voyez ici sur la carte de gauche, c'est la définition légale dans le droit fédéral russe de la zone arctique de la Fédération de Russie. Donc, évidemment, les zones qui ne sont pas opacifiées sont les zones qui rentrent dans le champ de cette AZRF. Et puis, vous voyez donc le cercle polaire qui est bien matérialisé pour comprendre qu'il y a certains territoires qui sont au nord du cercle polaire qui sont pas pris en compte, et certains territoires qui sont au sud du cercle polaire, immédiatement au sud, qui sont, eux, pris en compte. Donc là, il y a une dimension purement politique, évidemment, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau des différentes entités subétatiques russes. C'est ce que vous voyez à gauche. À droite, c'est la carte de tous les champs d'intérêt de Rosneft, donc le numéro 1 russe du pétrole. Et comme vous le voyez, en Arctique, il y a de quoi faire, mais évidemment, il n'y a pas assez d'argent en Russie aujourd'hui, ni chez Rosneft, ni au niveau de l'État, ni ailleurs, pour pouvoir exploiter tout ça à la fois. Et de toute façon, est-ce qu'il y a vraiment intérêt à exploiter tout ça à la fois,
à partir du moment où la logique, c'est quand même d'étaler un maximum l'exploitation de la ressource pour en bénéficier le plus longtemps possible, ça, évidemment, c'est encore une fois une logique tout à fait particulière. Donc le AZRF, cette Arctic Zone of the Russian Federation, voilà ce qu'elle contient. Aujourd'hui, dans cette AZRF est produit 10%, un peu plus de 10% de la richesse nationale russe. Ce n'est pas un chiffre dans 20 ans, c'est dès aujourd'hui ça. Évidemment, vous n'avez pas 10% de la population ou 10% du territoire dans l'Arctique russe. Hein. Donc il y a une surreprésentation évidemment ici en termes de production de richesse. 20% des exports fédéraux portés naturellement par les exportations de pétrole, de gaz et d'autres matières premières. Comme vous le voyez ici, en Arctique, dans l'Arctique russe, on produit déjà 20% du pétrole, 80% du gaz, etc., etc. Donc, où est-ce qu'on va le produire ce gaz en particulier? Eh bien, on va le produire dans ce district. Ce district que vous connaissez peut-être, c'est bien si vous le connaissez, je suis content, parce que c'est là qu'il faut regarder quand vous parlez de gaz russe. Il n'y a pas que là qu'on en produit, mais 80% de la production nationale vient de ce district. Ce district qui est donc en intégralité considéré comme faisant partie de la AZRF, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc le district Yamal-Nenets, c'est particulièrement important, et de fait, le ministre actuel de l'énergie, ce n'est ni plus ni moins que l'ancien gouverneur de ce district. Au sein de ce district Yamal-Nenets, il y a en particulier la fameuse péninsule de Yamal. Cette fameuse péninsule de Yamal où vous avez deux business models qui se font face. Le business model du gaz par pipeline, depuis le champ par exemple de Bovanenkovo, donc sur la partie ici ouest de la péninsule de Yamal, qui va donc exporter vers l'Europe par pipeline. Ça, c'est le modèle soviétique évidemment. Et le nouveau modèle depuis 2017, et là on va aller sur le champ de Tambay, donc au nord-est de la péninsule de Yamal. Là, vous allez trouver notamment la fameuse usine de liquéfaction de gaz Yamal LNG, projet russo-franco-chinois à 27 milliards de dollars, inauguré par Vladimir Poutine pas plus tard qu'en décembre 2017. Donc le projet Yamal LNG, c'est évidemment l'emblème, si vous voulez, de ce nouvel Arctique, le grand symbole qui est porté par la Russie, puisque à Yamal LNG, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement en liquéfiant le gaz, donc c'est-à-dire en le faisant descendre à une température de moins 153 degrés, on va pouvoir le rendre liquide et donc, en le rendant liquide, on va pouvoir le commodifier, c'est-à-dire on va pouvoir en flexibiliser le marché, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décider, comme pour le pétrole, ou comme pour le charbon, ou d'autres matières premières de ce type-là, plutôt que de l'envoyer seulement d'un point A à un point B, comme avec un pipeline, vous n'avez pas beaucoup de choix, et bien là, vous allez avoir le choix, vous allez pouvoir trader évidemment votre cargaison au fur et à mesure de l'avancée du bateau, et puis la cargaison que vous envoyez depuis Yamal LNG, peut-être qu'elle va être d'abord achetée par des Anglais, puis rachetée par des Français, puis rachetée par des Espagnols, puis même rachetée par des Américains, et c'est comme ça que parmi les 10 premiers chargements issus de Yamal LNG, eh bien, le chargement s'est retrouvé à Boston, aux grandes dames de Donald Trump, qui a donc expliqué, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment se fait-il qu'on reçoive à Boston du gaz russe venant d'un pays sous sanction? Bref. Donc Bovanenkovo versus Yamal LNG. Yamal LNG, un projet industriel faramineux. Je vous invite à regarder les petites vidéos institutionnelles sur YouTube pour bien comprendre de quoi il s'agit. Mais surtout, le point important que je voulais évoquer avec vous, c'était la place des acteurs français ici, et en particulier de Total. Vous avez peut-être entendu parler, et j'entendais encore une conférence ce matin qui disait que Total avait renoncé à l'Arctique. Total n'a pas renoncé à l'Arctique, Total a renoncé à l'Arctique offshore dans les zones de banquise, ce qui est assez précis, et Total a renoncé au pétrole, mais évidemment pas au gaz naturel, puisque tout simplement, Total détient 19% de Novatek, donc le numéro 1 privé du gaz russe, et puis surtout, Total est évidemment présent dans tous les grands projets arctiques de Novatek, que ce soit les usines de type Yamal LNG, Arctic LNG 2, ou que ce soit dans les hubs de transbordement à Petropavlovsk-Kamchatsky, ou que ce soit à Ouraguba. Donc Yamal LNG, c'était un symbole aussi parce que c'est tout simplement un projet particulièrement international. C'est-à-dire que tous les modules ont été construits soit en Chine, soit en Indonésie,
puis ont été acheminés par bateau spécial construit spécialement pour l'occasion, bateau à coque renforcée, spécialement pour l'occasion, vers Yamal. Énormément de contraintes, très très compliqué, on n'avait jamais fait ça avant, etc. Et pourtant, chose exceptionnelle dans le secteur du pétrole et du gaz, le projet a été livré à temps, malgré toutes les contraintes de l'Arctique, malgré la banquise, malgré tout ce que vous voulez. Chose exceptionnelle, ça a été livré à temps, et même le deuxième train et le troisième train de liquéfaction, donc c'est-à-dire la chaîne de liquéfaction, de production, ont été livrés même en avance, et sans dépassement de budget. Donc ça a permis de replacer, ou plutôt de placer tout court, l'Arctique sur la carte des zones d'intérêt pour le secteur du pétrole et du gaz. L'autre grand projet que vous voyez dans le secteur pétrolier aussi, projet réalisé, c'est Noviport. Donc tout simplement, Noviport, on est sur le sud toujours de la péninsule de Yamal. Et ici, l'idée, c'est tout simplement d'avoir, là encore, un terminal pétrolier qui permette ce qu'on appelle les Arctic Gates, qui permettent tout simplement d'exporter les ressources massives de pétrole de la région vers, là encore, l'Asie ou vers l'Europe. Donc, fondamentalement, on est sur une région spécialisée sur le pétrole et le gaz et aussi sur le secteur minier qui s'est doté des infrastructures nécessaires pour exploiter tout ça. Voilà, petite vidéo rapide pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis surtout, le point qui va être important, c'est que ça, c'est le backbone, c'est vraiment le squelette de la perspective de développement, évidemment, de l'Arctique russe, avec une magnitude qu'on ne retrouve pas dans les autres pays de l'Arctique. Et tout ça, ça marche évidemment toute l'année. Ça ne marche pas que l'été ou ça ne marche pas que l'hiver. Donc pour Yamal LNG, par exemple, il a fallu construire des méthaniers brise-glace. Donc plutôt que de nécessiter les escortes russes, brise-glace nucléaire, brise-glace conventionnelle, pour ouvrir des passages dans la glace, eh bien tout simplement, il a été jugé plus économique de construire des méthaniers qui pouvaient briser la glace tout seuls. Donc le premier à être livré, c'était le Christophe de Margerie, du nom du patron de Total qui avait initié la collaboration avec Novatek pour exploiter donc ces différents champs de gaz en Arctique. Et donc l'enjeu de ce secteur, il est clé pour nous quand on cherche à comprendre comment se développe l'Arctique, parce que le business model qui a été monté, il est le suivant. Vous partez de la région de Yamal. Yamal LNG, Arctic LNG 2, Ob LNG, peu importe. Vous partez de la région de Yamal. Vous allez avoir votre méthanier brise-glace. Votre méthanier brise-glace, il va partir toute l'année vers l'Europe et l'été, il va partir vers l'Asie. Mais il ne va jamais, ou en tout cas l'idée c'est qu'à terme, il ne dépasse jamais la lisière de l'Arctique. Tout simplement, un brise-glace ne fonctionne jamais aussi bien, en tout cas d'un point de vue coût, que quand il est dans l'espace arctique. Donc fondamentalement, en bleu ici, vous allez avoir le trajet des méthaniers brise-glace et en rouge, le trajet des brise-glaces conventionnels. Donc on va utiliser ici des hubs de transbordement, donc Uraguba LNG et Kamchatka LNG, 1 milliard de dollars chacun qui vont être portés, qui vont être sortis de terre d'ici 2022-2023. Et puis par ailleurs, on peut aussi faire du ship-to-ship transfer, c'est-à-dire vous mettez deux navires l'un contre l'autre, vous avez le brise-glace d'un côté et vous avez le navire conventionnel de l'autre, et tout simplement vous allez connecter leurs cuves pour faire un transvasement. Donc tout ça, ce modèle LNG, il fait tout à fait des émules, dans le sens où que ce soit du pétrole ou du gaz aujourd'hui en Arctique, c'est le modèle qui est envisagé. Que ce soit en Russie ou que ce soit ailleurs. En Alaska, typiquement, le projet de Keelak LNG, pareil, un projet qui aurait dû normalement être financé par les Chinois et ils se sont retirés en 2019, mais aujourd'hui c'est un projet donc 100% américain. L'idée c'est pareil, c'est encore une fois d'exporter par méthanier. Brise-glace depuis l'Arctique, plutôt que d'utiliser les pipelines existants ou de construire des pipelines extrêmement chers. Pour vous donner un ordre d'idée sur les ordres de prix de pipeline, en gros, c'est 1 milliard de dollars pour 1000 km, quoi, pour faire simple. Donc tout ça, ça fait que, évidemment, le développement maritime de l'Arctique est en plein boom. De fait, ce qui est estimé, alors je ne sais pas si on arrivera à 50 millions de tonnes en 2021, ça c'était évidemment une projection avant le corona, on devrait, je pense, être aux alentours de 35-40 millions de tonnes, mais toujours est-il que vous voyez d'un point de vue historique un petit peu quelle est la magnitude du changement. Alors, si je rentre dans le détail de la saison 2020 qui vient de s'écouler,
Donc là-dessus, je vous invite à aller sur le site du CHNL, le Center for High North Logistics, qui compile toutes ces données de manière particulièrement excellente depuis de nombreuses années. Vous allez retrouver plein de données qui vont vous permettre de bien comprendre la magnitude de l'exploitation de l'Arctique. Ici, on est au mois de juillet 2020. Là, on est au mois d'août. Et là, on est au mois de septembre. Donc, vous voyez un petit peu les progressions. Vous verrez aussi, en re-regardant ça sur les côtés, les augmentations du nombre de transits ou du nombre de bateaux. Et ce que je voulais vous dire en vous montrant toutes ces données-là, c'est qu'en gros, aujourd'hui, on considère déjà les routes arctiques comme rentables. Comme vous l'avez compris, elles sont rentables pour le secteur du pétrole, du gaz, elles sont rentables pour le secteur des ressources minières, par exemple, ou l'exportation de bois, l'exportation de crevettes. Il y a plein de petits secteurs, qui ne sont pas petits économiquement, mais en tout cas, il y a plein de secteurs de ce type-là qui sont déjà rentables. Et puis, le grand enjeu dont on parle tous, c'est la question donc du container. Est-ce qu'on va faire passer des containers par l'Arctique? Alors, vous voyez partout que l'Arctique va être la nouvelle autoroute, etc. etc. Alors, est-ce que ça va être la nouvelle autoroute? Oui. Est-ce que pour autant, ça va être une autoroute avec la même magnitude que le canal de Suez ou le canal de Panama? Ben là, la réponse est non. Mais ceci dit, c'est encore une fois un modèle qui est voué à être optimisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'ont montré COSCO Shipping, donc le numéro 1 chinois du transport maritime ces dernières années, c'est que sur des rotations entre la Chine et l'Europe l'été, il est plus rentable pour eux, de pas grand-chose, certes, mais il reste plus rentable pour eux de passer par le nord que de passer par le sud. Donc ça, c'est assez intéressant. En tout cas, c'est un développement intéressant, c'est ça que je veux dire, puisque ça permet d'avoir des chiffres clairs sur une réalité qui est en train d'émerger. Mais ça, ce n'est pas un business model encore optimisé. Ça, ce n'est que le début, le point de départ. Le vrai business optimisé, c'est celui que vous voyez ici, c'est-à-dire appliquer au transport maritime par conteneur exactement la même chose que ce qui a été développé ces 5 dernières années, et encore une fois, c'est extrêmement récent, dans le secteur du gaz ou le secteur du pétrole. Et ce que vous voyez ici, c'est déjà des petites compétitions qui ont lieu de part et d'autre. Vous avez côté Pacifique une compétition entre ADAC, Dutch Harbor, Nome, Providenia, Anadyr et Kamchatka Petropavlovsk. Et de l'autre côté, côté européen, vous avez une autre compétition entre Kirkenes, Mourmansk, Arkhangelsk, l'Islande. À chaque fois, vous allez trouver d'autres différents types de bailleurs de fonds. Typiquement, sur Kirkenes, ça va être des fonds norvégiens. Sur Arkhangelsk, ça va être des fonds chinois. Sur Mourmansk, ça va être des fonds russes. En Islande, c'est des fonds allemands. Ils ont sollicité les Chinois. Quand ils ont sollicité les Chinois, les Américains sont arrivés et ont dit il est hors de question que vous laissiez, vous fassiez financer des projets de port en Islande, en particulier le port de Finnafjord dans la partie nord-est de l'Islande par les Chinois. Donc les Américains maintenant sont prêts à financer le projet. Au niveau par exemple de ADAC, de l'autre côté, dans le côté Pacifique, c'est les Américains certes, mais ce sont les peuples autochtones qui sont prêts à financer le port et en particulier la Aleut Corporation. Donc fondamentalement, vous avez plein d'acteurs ici qui entrent en ligne de compte. Vous avez aussi évidemment une déstabilisation qui est portée par des acteurs non arctiques, comme nos amis chinois encore une fois, qui tout simplement ont développé ces 8 dernières années, 9 dernières années maintenant, le concept de route de la soie polaire. Un concept qui avait été au départ proposé à la Chine par la Russie, et puis qui a été tout simplement développé par la Chine sans la Russie. Et après, la Chine est allée voir la Russie en disant « Vous voulez collaborer ?» Et la Russie a dit bah, « Oui, parce qu'on veut que la route se développe. » Donc, je vous laisserai regarder ça évidemment plus tard. N'hésitez pas à faire des captures écran là encore, si ça peut vous servir. Il y a d'autres pays, comme je vous le disais, au-delà de la Chine, parce que le but, c'est pas non plus de pointer du doigt toujours les mêmes, comme par exemple le Kazakhstan, qui sont dans une démarche qui consiste à dire bah, moi, peut-être qu'en tant que pays enclavé, j'ai peut-être vocation à utiliser l'Arctique pour accéder à l'océan mondial. Donc, eux, ce qu'ils ont monté comme stratégie à partir de 2017-2018, c'est d'utiliser le système fluvial de l'Ob, du Tobol et de l'Irtych, tout simplement pour pouvoir avoir accès via la péninsule de Yamal, encore la famosa péninsula de Yamal, à l'océan Arctique. Donc ici, on a une logique de désenclavement et potentiellement une forme de hinterland qui pourrait émerger, pour ceux qui s'intéressent évidemment
pas toutes ces questions maritimes. On a aussi, côté chinois, des chercheurs qui sont en train de proposer l'idée de draguer, c'est-à-dire de creuser le fond des fleuves qui bordent la frontière avec la Russie pour tout simplement s'ouvrir de nouvelles routes et tout simplement pouvoir sortir du rideau de bases américaines en Corée du Sud, au Japon, à Guam, etc., qui empêchent évidemment aujourd'hui la Chine d'être pleinement maîtresse dans l'océan Pacifique. Donc fondamentalement, ce genre de projets sont évidemment à surveiller. De même que les projets de développement de capacités d'équipement chinoises, mais pas que. Pensez aussi aux Japonais, aux Sud-Coréens dans ce genre de domaine. Ce que vous voyez ici, c'est tout simplement l'animation du nouveau brise-glace lourd chinois, le Dragon des Neiges numéro 2, Shuelong 2, qui est le premier brise-glace lourd fabriqué en Chine sur des plans finlandais, certes, mais aujourd'hui, la Chine, justement, essaye de développer des brise-glaces nucléaires en propre. Elle a 2 projets de brise-glace nucléaires en développement actuellement pour essayer de tout simplement avoir des capacités pour rivaliser au minimum avec la Russie. Dans le même temps, nos amis russes, eux, sont dans une démarche qui n'est pas qu'une démarche d'équipement maritime, mais aussi d'équipement bien terrestre, avec des nouveaux centres de sauvetage maritime, des bases à usage mixte et évidemment des bases militaires en zone arctique pour, là encore, anticiper les évolutions des développements de la zone. L'objectif dans tout ça, pour tous les acteurs quels qu'ils soient, c'est d'ouvrir l'Arctique en essayant de le dévoyer le moins possible, c'est-à-dire ouvrir l'Arctique certes pour l'exploiter, mais en essayant de faire en sorte que, même s'il est exploité, il puisse continuer à être préservé au maximum, ce qui paraît être un vœu pieux, ou en tout cas quelque chose de particulièrement difficile, mais c'est la logique que tout le monde essaye de porter. Et typiquement, quand vous allez voir des acteurs qui font par exemple du dragage, donc je vous rappelle, qui creusent les fleuves, qui creusent les détroits ou qui creusent les estuaires pour permettre, là encore, le passage de navires toujours plus gros, l'idée ici, ce n'est ni plus ni moins que l'homme qui modifie son environnement, encore une fois évidemment, pour pouvoir l'optimiser. Pareil dans le secteur des télécommunications, vous pouvez penser aux câbles sous-marins qui sont en train d'être installés en Arctique, aussi bien côté Alaska que côté russe, où là encore vous avez des sociétés françaises qui sont impliquées. Dans le secteur des satellites aussi, Orange Business Service par exemple est très fort pour la couverture de la route maritime du Nord. Vous voyez des États comme la Russie encore qui sont en train de porter des projets de plateformes de recherche en zone arctique, donc c'est-à-dire là, on va aller dans les eaux internationales au centre de l'Arctique et on va développer des projets de recherche pour, là encore, toujours mieux connaître les comportements des glaces, les comportements des courants aériens, etc., etc. Et puis, on va aller chercher ailleurs. On va aller chercher ailleurs du pétrole, donc on va aller chercher évidemment en Extrême-Orient, russe, mais on va aller chercher aussi en Norvège, au Groenland, en Alaska. Au Canada, la situation est un petit peu plus mitigée puisque Justin Trudeau a pris un moratoire sur la question des développements pétroliers offshore au Canada il y a maintenant quelques années. Mais à part ça, on va chercher effectivement ailleurs et du coup, notamment des États comme le Groenland, se disent qu'ils pourraient potentiellement financer leur indépendance grâce à ce type de secteur. En Alaska, vous avez vu forcément tous les développements qui ont eu lieu autour, peut-être de Shell il y a quelques années, mais surtout autour évidemment de la bataille entre Obama et Trump, puis maintenant certainement entre Trump et Biden, pour fermer autant que possible, ou ouvrir dans le cas de Trump, des territoires marins ou des territoires terrestres à l'exploitation pétrolière. Mais il ne faut pas oublier non plus la question des énergies renouvelables. Alors je remercie beaucoup Louis-Marie au début de cette intervention de m'avoir présenté aussi avec ma casquette hydrogène, puisque effectivement je travaille sur la question de l'hydrogène en Arctique et pas que. Et de fait, en Arctique, les ENR, les énergies renouvelables, là aussi ont un fort potentiel. Des projets chinois ont été développés pour essayer justement de prendre parti de tous ces potentiels, que ce soit les potentiels éoliens, les potentiels solaires, qu'il ne faut pas oublier, les potentiels aussi de géothermie, les potentiels d'hydroélectricité. Donc tout ça, ça existe. Et même si les distances sont longues, aujourd'hui, les Chinois ont développé des technologies pour faire en sorte que ces distances, par exemple 2000 km entre le Groenland de l'Est et le nord du Royaume-Uni, ne soient pas un problème. Ce soit possible, sous la forme de câbles sous-marins, par exemple. Donc tout ça, ça existe. Si on fait de la transition énergétique et qu'on a besoin de terres rares, on va aller chercher les terres rares en Arctique, puisque en Arctique, vous avez des champs. D'une part, vous avez beaucoup de terres rares, c'est la deuxième réserve mondiale de terres rares si on prend
l'ensemble de l'Arctique dans sa totalité, mais surtout, vous avez des champs qui sont commercialement intéressants, comme le champ de Tomtorskoye en Russie, ou comme le champ de Paniefjelt au Groenland qui va sortir de terre dans les 3 prochaines années. Et là encore, vous aurez une importance évidemment des routes maritimes, puisque qui dit terres rares ou qui dit secteur minier en général, dit de fait besoin là aussi de transformer ces ressources. Donc typiquement, quand vous avez un champ comme par exemple un gisement comme par exemple Nechalacho qui avait il y a quelques années monté un partenariat avec l'usine de transformation de Solvay à La Rochelle, bah, typiquement, ça fait encore plus de connexion entre l'Arctique et le subarctique. Vous pouvez regarder aussi ce qui se passe en Norvège au niveau de la recherche et du développement des terres rares sous-marines, puisque là aussi, dans la zone autour de Jan Mayen ou dans la zone autour du Svalbard, qui sont donc des zones dont la Norvège détient les droits, vous avez, pour la plupart, vous avez des grands potentiels là aussi d'exploitation de terres rares sous-marines avec des concentrations qui sont bien plus importantes que ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, par exemple, dans le Pacifique ou dans l'océan Indien. Et puis, tout ça, ça nous amène à l'hydrogène vert, bien sûr, avec un modèle qui, là aussi, est calqué sur le modèle du gaz naturel, avec, là encore, des projets de faire des bateaux qui ne seraient pas donc des méthaniers cette fois-ci, mais des hydrogéniers, si vous voulez, j'invente le terme, voilà, des hydrogéniers brise-glace, avec, là encore, des systèmes de transbordement à la lisière de l'Arctique de part et d'autre, que ce soit côté asiatique ou côté européen. Donc tout ça, ça existe, tout ça, c'est en développement, tout ça, ça peut vous faire peur, ça peut vous intéresser, mais en tout cas, ce sont des projets qui sont portés pas juste par la Russie, comme on le caricature souvent, mais par l'ensemble des États de la région. Et puis, le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'était tout simplement des projets énergétiques auxquels on ne pense pas non plus toujours au-delà de l'hydrogène, comme par exemple la captation de carbone et la réinjection de carbone dans le sol, qu'on retrouve pas mal, notamment en Norvège, avec des projets à plusieurs milliards de dollars qui sont portés notamment par Equinor, mais aussi avec Total. Donc, regardez aussi ça, puisque ça fait partie évidemment des plans de transformation net zéro de toutes ces entités toutes ces multinationales pétro-gazières. Et puis, des projets, des projets autour de la pêche, du tourisme et des potentiels inattendus, comme par exemple l'exportation d'air ou l'exportation d'icebergs qu'on va retrouver en Arctique, qu'on va retrouver aussi en Antarctique, qui peuvent peut-être vous surprendre, mais qui sont là aussi, bel et bien des réalités, puisque vous avez déjà plusieurs sociétés, notamment une société turque qui se fait, pour le coup, un business en or avec l'exploitation d'eau d'iceberg du Svalbard qu'ils envoient en Chine et en Inde en disant c'est de l'eau la plus pure du monde. Et le dernier point que je voulais évoquer, alors au-delà des peuples autochtones que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais voilà, ça vous refait quelques petites informations autour de la Aleut Corporation et du port d'Adak. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des petites captures écran ou faire pause. Et là encore, vous voyez l'intérêt de Adak par rapport aux routes maritimes, mais ça, on en reparlera un autre jour. C'est de finir avec un truc bien français, bien de chez nous, Saint-Pierre-et-Miquelon pour le coup, qu'il ne faut là aussi pas oublier, puisque Saint-Pierre-et-Miquelon est un archipel qui est en quête d'un nouvel avenir économique, qui est en quête pas juste de renaissance, mais véritablement de trouver un nouveau modèle économique, un nouvel avantage comparatif. Et là encore, que ce soit autour du secteur du tourisme, autour du secteur de la recherche, ou même en accueillant des bâtiments marins, des bâtiments navals par exemple comme le Fumar, ont tout à fait la possibilité de se positionner dans les années qui viennent comme étant une forme de base avancée française vers le passage du Nord-Ouest en particulier, et dans le cadre d'une collaboration évidemment avec le Groenland et donc avec nos amis danois. Donc si vous voulez en savoir plus, naturellement, voilà, j'ai essayé de faire mon maximum aujourd'hui pour ouvrir un maximum de portes, mais de fait, dans mon bouquin, il y a plein de trucs différents et c'est justement pour ça qu'on en a fait un dictionnaire stratégique. Sur ce, j'arrête là et je vous cède la parole, bien religieusement. J'ai hâte d'écouter vos questions et de pouvoir entamer le dialogue avec vous, même si je n'ai pas la chance de vous voir et vice-versa. Voilà, back to you. Merci Nico pour cette présentation qui était passionnante. Je vous invite à poser vos questions sur le chat et je les sélectionnerai. Comme on a commencé en retard, on peut décaler hein,
la fin de la conférence. Je commencerai, Nico, par une question. Les experts du GIEC pensent que les 3 plus gros glaciers du Groenland pourraient fondre plus vite que prévu et élever le niveau de la mer. Même chose avec le permafrost. Quelles actions seront mises en place pour limiter la casse? Et quelles sont les conséquences? Alors, les conséquences, évidemment, principales, c'est l'élévation du niveau de la mer. L'autre conséquence principale, ça va être aussi la modification de la composition, de la salinité de l'eau, avec des conséquences, évidemment, sur la force des fonds marins, pardon, des courants marins, avec des conséquences, évidemment, sur les courants aériens aussi. Bref, donc tous ces éléments-là, vous les connaissez. Mais ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est faire une transition énergétique et une transition écologique. En réalité, là, il n'y a pas de 10 000 solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les processus qui sont engagés sont des processus lourds et la seule manière de pouvoir les arrêter, c'est tout simplement de changer les comportements, de changer les logiques de production ou en tout cas de changer les modes de production et de consommation pour pouvoir consommer de moins en moins, émettre de moins en moins de carbone et de gaz à effet de serre. Il n'y a pas, je sais que ça fait un petit peu moralisateur, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre solution à ce stade. Il y a quelques solutions expérimentales comme par exemple essayer de mettre des billes des micro-billes blanches, des espèces de grands tapis sur les glaciers pour essayer de renforcer l'effet d'albédo, donc c'est-à-dire essayer de renforcer l'effet de réfléchissement des rayons du soleil vers l'atmosphère. Mais fondamentalement, ça, ce sont des petites rustines. Ok. Je vais fusionner 2 questions de Léna et Sabria. La France ne considère-t-elle pas l'Arctique comme une priorité? Comment susciter l'intérêt des dirigeants? Et que pensez-vous de la suppression par la France du poste d'ambassadeur des pôles? J'en pense bien du mal, mais c'est peut-être un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ne pas avoir de poste d'ambassadeur pour les pôles et avoir un très bon poste, beaucoup plus discret de chargé de mission ou un poste beaucoup plus discret de délégué interministériel, plutôt qu'un poste assez grandiloquent et bien visible d'ambassadeur ou qui est occupé par quelqu'un qui n'en fait rien et qui en plus revendique de ne pas en faire grand-chose. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, est-ce que c'est une priorité? Non. C'est une priorité aujourd'hui pour peu d'acteurs. Le ministère de la Recherche, c'est une priorité pour lui, mais pour autant, on ne donne pas plus de budget que ça, par exemple à l'Institut polaire ou plus généralement au laboratoire français qui se spécialise sur les questions polaires. Donc là, il y a un levier d'action qui est assez fort. Mais il y a un intérêt quand même de la part du ministère. Le deuxième ministère qui s'intéresse tout particulièrement, c'est le ministère des Armées, et notamment la Marine, puisque je ne pouvais pas évidemment parler de tout, mais la Marine nationale, bien sûr, fait des patrouilles en Arctique tous les 3-4 mois, avec donc, ce qu'on appelle les missions Grand Nord. Elle fait un certain nombre d'exercices, comme l'exercice Argus, par exemple, de sauvetage en mer, en partenariat avec les Danois et les Américains au sud du Groenland, justement pour prévenir tout le développement économique dont on a parlé tout à l'heure. Mais au-delà de tout ça, le ministère principal, c'est évidemment le ministère des Affaires étrangères, où dans chacune de nos ambassades, chacune de nos missions économiques, que ce soit dans les pays arctiques ou dans les pays non arctiques qu'on a déjà évoqués tout à l'heure, vous allez retrouver un intérêt marqué pour les questions arctiques, antarctiques aussi pour certains pays, puisque tout simplement, vous avez plus de 200 entreprises françaises qui travaillent dans les pôles et en particulier, évidemment, en grande majorité en Arctique. Et donc, ces entreprises françaises, des plus grosses comme Total, Bouygues, Vinci, Technip, etc., jusqu'à des petites startups, ont besoin soit d'appui, soit de représentation, soit tout simplement, les missions économiques se doivent de suivre la situation. Donc, Business France, la DG Trésor, la DGM, la DGE sont aussi présentes sur ce genre de thématique. Mais maintenant, la question, c'est comment on fait effectivement pour transformer l'essai. Eh bien, 2021 est peut-être l'année où les choses vont changer à nouveau, puisqu'en 2021, il va se passer 3 choses. La première, c'est qu'on va fêter plein d'anniversaires. On va fêter les 60 ans de l'entrée en vigueur du traité sur l'Antarctique. On va fêter les 30 ans de la signature du protocole de Madrid qui empêche l'exploitation minérale de l'Antarctique. On va fêter aussi les 25 ans du Conseil de l'Arctique. Ça fait pas mal d'anniversaires quand même. Et puis au-delà de ces anniversaires-là, les deux autres éléments qui sont importants l'année prochaine, c'est que la France va organiser la réunion annuelle du traité sur l'Antarctique à Paris au mois de juin pour la première fois depuis 1989.
donc ça fait pas mal, et ça fait 32 ans, et ça fera 32 ans, et pour la dernière fois, pardon, avant au moins 2049, si ce n'est pas 2050 ou 51. Donc, c'est un grand événement vis-à-vis de l'Antarctique. Et pour ce qui est de l'Arctique, c'est la Russie qui va prendre la présidence du Conseil de l'Arctique au mois de mai prochain. Et là encore, tout simplement, la stratégie et la logique d'investissement russe dans le cadre de sa présidence du Conseil de l'Arctique, qui vient avec autre chose, puisque avec la présidence du Conseil de l'Arctique, il y a aussi la présidence du Conseil économique de l'Arctique, dont je n'ai pas parlé, mais qui existe, ou la présidence de la table ronde, non pardon, la présidence du Forum des gardes-côtes de l'Arctique, qui existe aussi. Donc la Russie va présider ces trois institutions-là et de fait va déployer sa stratégie pour l'Arctique. Donc regardez bien ça l'année prochaine. Tous ces éléments-là pourront permettre effectivement de tout simplement attirer l'intérêt des décideurs sur ces sujets. Très bien. Est-ce que les frontières des ZEE dans la zone arctique sont-elles bien toutes définies? Des conflits sont-ils encore en cours de résolution à ce niveau-là? Alors oui, elles sont en très grande majorité bien définies. En fait, il n'y a qu'un conflit réel, mais qui est un conflit relativement discret quand même. C'est le conflit entre les États-Unis et le Canada, qui sont quand même alliés évidemment, par rapport à la frontière qu'ils ont entre l'Alaska et le Yukon, puisque l'Alaska et le Yukon, les États-Unis et le Canada ne sont pas d'accord sur la définition de la frontière à ce niveau-là, qu'il y a évidemment dans la mer de Beaufort beaucoup de ressources, pétrolières notamment. Donc, ça attire évidemment des convoitises et les Américains et les Canadiens, jusqu'à maintenant, ne se sont jamais mis d'accord. Et les Américains n'ayant pas signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, tout simplement, ça pose un petit peu problème, en tout cas question, puisque ça limite le nombre de capacités de résoudre ce petit hiatus. Ensuite, à part ça, il y a quoi? Il y a l'île de Hans, qui est une petite île d'1 km² avec aucune ZEE, qui est contestée entre le Canada et le Danemark, mais là, c'est en voie de résolution, puisque le Canada et le Danemark ont établi une commission pour réfléchir à comment ils pourraient se partager l'île. Et puis le dernier point, c'est la ZEE autour du Svalbard, qui ne souffre pas véritablement de contestation en tant que telle. Ce qui va poser problème vis-à-vis de la ZEE du Svalbard, c'est que tout simplement, les Norvégiens vont dire c'est à nous, c'est une ZEE norvégienne, alors que l'Union européenne et la Russie vont dire, je la fais vraiment très simple ici, pour que ce soit compréhensible en fait en 30 secondes, l'Europe et la Russie disent peut-être qu'il y a une ZEE, peut-être qu'elle est norvégienne, mais la vérité, c'est que quand le traité du Svalbard, signé en 1920, a donné à la Norvège l'administration du territoire, il n'y avait pas de zone économique exclusive juridiquement parlant, ça n'existait pas. C'est un concept qui a donc été consacré dans le droit actuel par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Donc à partir de là, la Norvège dit « c'était mon territoire ». Donc, quand la ZEE a été créée, de fait, la ZEE fait partie du territoire, c'est norvégien, etc. Et l'Europe et la Russie disent aux Norvégiens non. Ce qui est mis dans le traité du Svalbard, c'est que la Norvège a l'administration sur les terres et sur les eaux territoriales. Or, les eaux territoriales, c'est un concept de droit international très clair qui parle de la zone qui fait 12 000 nautiques à partir des côtes, pas 200 000 nautiques. Ça, c'est la ZEE, de 12 à 200. C'est la ZEE. Donc, du coup, l'Europe et la Russie disent, la Norvège, vous avez le droit à 12 000, pas à 200. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a des hiatus assez importants dans le sens où les navires de pêche européens vont dans la zone pêcher, notamment le crabe des neiges, qui vit au fond de la mer. Donc, ils viennent le ramasser en réalité. Et puis, de l'autre côté, la Norvège arraisonne les navires en disant « vous n'avez pas le droit d'être là, vous n'avez pas eu de permis norvégien, etc. » Et du coup, les Européens disent « mais nous n'avons pas besoin de permis norvégien. » Donc, voilà un petit peu le deadlock que nous avons en ce moment entre la Norvège, l'Europe et la Russie qui regarde ça d'un œil tout à fait intéressé, mais qui reste en retrait. Très bien. Il y a des entreprises de shipping, de fret qui s'engagent à ne pas emprunter la route de l'Arctique. Est-ce que c'est du greenwashing ou une réalité?
Alors pour certains, c'est du greenwashing, pour d'autres pas du tout. En fait, c'est clairement du greenwashing pour les sociétés qui effectivement font passer qui auraient pu faire passer des containers par l'Arctique, qui disent je ne ferai pas passer de containers pour sauver l'Arctique, mais qui de l'autre côté, par leur filiale de croisière, développent des croisières en Arctique. Donc c'est-à-dire que si vous dites qu'il ne faut pas naviguer en Arctique, bah, soit c'est pour toutes vos filiales et tous vos types de bateaux, soit c'est pour personne. Donc typiquement, une boîte comme MSC, par exemple, numéro 2 mondial, quand ils disent on n'exploitera pas l'Arctique, ben de fait, quand vous envoyez des HLM flottants jusqu'au Svalbard avec 2000, 3000, 4000 personnes dessus, vous exploitez l'Arctique. Donc là, il y a une véritable hypocrisie. C'est vrai aussi pour Hapag-Lloyd, par exemple. Mais de l'autre côté, il y a d'autres acteurs qui ont choisi de prendre cette décision alors que fondamentalement aujourd'hui ils ne sont pas présents en Arctique et finalement ils ne comptaient pas vraiment l'être. Donc ça pour eux, c'est une forme de greenwashing dans le sens où ça leur coûte pas cher, au contraire c'est même un bénéfice net d'affirmer qu'ils ne feront pas ce qu'ils n'avaient de toute façon pas prévu de faire. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, ça c'est peut-être un petit peu plus sournois, ce sont toutes les sociétés qui ne sont pas les transporteurs eux-mêmes, mais qui sont les clients des transporteurs, comme par exemple Nike. Nike a dit je ne vais pas utiliser les routes arctiques pour faire passer mes marchandises de l'Asie à l'Europe. Très bien. Sauf qu'en réalité, là encore, le marché arctique n'était pas un marché pour Nike, puisque toutes leurs usines de production sont soit dans l'Asie du Sud, soit dans l'océan Indien. Et donc, de fait, ça n'a aucun sens de base de penser passer par l'Arctique pour acheminer en Europe, jusqu'en Europe, des marchandises qui de toute façon viennent du sud-est asiatique ou qui viennent de l'océan Indien. Les marchandises qui passeront par l'Arctique sont des marchandises qui ont été manufacturées en Asie du Nord-Est ou en Europe, mais pas en Asie du Sud-Est ou dans l'océan Indien. Donc du coup, des boîtes comme Nike, par exemple, là du coup, on peut dire aussi que c'est une forme de greenwashing puisqu'ils n'avaient de toute façon pas vocation à utiliser les routes arctiques. Donc dire qu'ils ne les utiliseront pas, bah, c'est pareil, c'est pas cher, ça coûte rien et ça fait de la bonne pub. Très bien. Quelle est la nature de la stratégie arctique française? J'augmente même, je dirais, européenne, s'il y a une stratégie européenne. Alors, il y a une stratégie européenne, il y a eu au niveau européen une succession de documents depuis 2008, 2012, 2016. La prochaine stratégie européenne sortira en 2021, si tout va bien, hein, ça sortira peut-être fin 2021, sinon 2022. Le Corona est passé par là pour le coup. Et du coup, sur la stratégie européenne, la dernière de 2016, là où elle a été beaucoup critiquée, c'est que selon les pays européens en Arctique et selon beaucoup d'acteurs industriels, elle ne mettait pas assez en exergue, évidemment, les potentiels économiques et industriels ou les potentiels aussi d'infrastructures. Donc, elle a été vue comme un petit peu timorée. Et ce qui ressort de tous les débats depuis 2017 autour de cette stratégie européenne, c'est qu'elle ne fait pas assez place à l'économie. Donc, attendez-vous dans la stratégie de 2021 à avoir toujours un gros volet science, toujours un gros volet recherche, mais avoir aussi un gros volet énergie, un gros volet infrastructure, un gros volet économique en général. Donc ça, c'est pour l'Europe. Pour ce qui est de la France, ou pêche, hein, nous n'oublions pas là-dessus aussi la pêche. Compétence exclusive, là encore, de la Commission européenne. L'autre truc, au niveau français, c'est que nous avons une feuille de route qu'on ne peut pas vraiment appeler une stratégie. Certains diplomates norvégiens disaient que c'était un mauvais mémoire de Master 2, à l'époque, notre stratégie. Et en fait, cette feuille de route qui date de 2016, là où elle a eu beaucoup de mérite, c'est qu'au moment de sa constitution, entre 2013 et 2016, il y a un gros travail qui avait été fait par Michel Rocard à l'époque, d'aller voir tous les ministères, toutes les administrations qu'il voulait bien, il ne les a pas toutes vues, mais toutes celles qui le voulaient bien en tout cas, qui se sentaient concernées, pour essayer de bâtir un véritable document interministériel. La logique de cette feuille de route, c'était véritablement de poser un certain nombre de jalons, et ça aurait dû être complété par une véritable stratégie qui pose une vision claire à long terme. Aujourd'hui, la feuille de route française, elle part un petit peu de tout
elle met l'accent un petit peu sur la recherche, un petit peu sur l'environnement, un petit peu sur les peuples. Il y a un petit peu de tout. Mais fondamentalement, il n'y a pas une direction particulière. Ce que disait Michel Rocard à l'époque sur cette stratégie, c'était la France en Arctique doit être le phare du monde. Et le phare du monde, il voulait dire quoi à l'époque par là? Il voulait dire l'Arctique et un deuxième Moyen-Orient, pas en termes forcément d'éclatement stratégique, mais en termes de nombre de ressources d'hydrocarbures qui sont estimées dans la région. Et face à ce Moyen-Orient, la France peut apporter l'idée que l'intérêt général de la planète vaut plus que les intérêts particuliers. Bon, ça a été porté assez rapidement par François Hollande dans la montée, dans la dernière ligne droite avant la COP 21, puisque François Hollande s'était rendu en octobre 2015 à Reykjavik, au grand sommet Arctic Circle, pour porter cette vision. Mais là, encore une fois, c'était relativement timoré. Ça n'a pas été bien accueilli dans beaucoup de pays. La dernière vision française, le dernier document officiel français qui parle d'une forme de vision sur les questions arctiques, c'est un document du ministère de la Défense de août 2019. Ce document, là, c'est pareil, il a encore une fois pas été bien pris. Il a même généré 3 incidents diplomatiques avec des pays de la zone, dont certains étant d'ailleurs nos alliés. Donc, il y a un vrai hiatus aujourd'hui en France entre la réalité de l'Arctique et ce qu'on voudrait que l'Arctique soit. Et aujourd'hui, tous les documents qui ont été faits sur les questions arctiques, tous les documents officiels, j'entends bien sûr, qui ont été faits ces dernières années, sont plus des représentations de ce qu'on voudrait que l'Arctique soit, qui en disent sur nous, plutôt que des stratégies par rapport à la réalité de l'Arctique, qui permettraient à la France de donner une forme d'offre, de faire une offre de collaboration aux pays de l'Arctique. Et quand on fait la comparaison avec l'approche de l'Estonie, l'approche de la Pologne, l'approche par exemple, ou même juste de la Chine, la Corée du Sud, le Japon, Singapour, l'Italie récemment, l'Espagne depuis quelques mois, ou même tout simplement des territoires qui ne sont même pas observateurs du Conseil de l'Arctique, comme par exemple l'Australie, certains petits États insulaires du Pacifique Sud qui eux aussi commencent à venir dans certaines réunions arctiques, on voit une certaine différence qui pour certains est prise comme de l'arrogance française, c'est dommage, mais c'est comme ça que c'est pris malheureusement, entre la façon dont nous publions des documents et nous approchons l'Arctique et la façon dont tous ces pays approchent l'Arctique. Très bien. Je vais encore choisir deux, trois questions et on finalisera. La Russie peut-elle s'accaparer un droit de passage sur le passage du Nord, sachant qu'il est sur sa ZE? Alors la réponse est oui et non, dans le sens où c'est relativement déguisé. C'est-à-dire, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que la loi a changé justement en septembre 2020, la loi fédérale russe a changé, puisque la loi fédérale russe maintenant a défini la route maritime du Nord, qui n'est qu'une partie du passage du Nord-Est. La route maritime du Nord, c'est entre le cap d'Ejniev, donc au niveau du détroit de Bering pour faire très simple, et la porte de Kara et la péninsule, pardon, l'archipel de Novaya Zemlya. Ça, c'est la route maritime du Nord. Sur cette route maritime du Nord-là, effectivement, la Russie a bâti un certain nombre de législations au niveau fédéral pour obliger des navires ou des armateurs qui n'avaient pas forcément les attendus d'un point de vue technique, d'un point de vue formation, d'un point de vue assurance, à tout simplement être obligés de se doter d'une escorte par brise-glace fournie évidemment par la Russie. Donc ça, c'est une réalité. Et de fait, ces brise-glaces-là coûtent cher, de fait. Mais cependant, on ne peut pas considérer non plus que c'est complètement un droit de passage parce que ce que nos amis chinois, japonais et autres envisagent tout simplement, c'est de développer des routes maritimes qui sortent de la zone économique exclusive russe, qui aillent plus au nord, dans les eaux internationales. Donc, ça, c'est un véritable problème pour la Russie. Plus l'Arctique fond, plus les eaux internationales vont devenir navigables au fur et à mesure. Ce sera pour l'instant quelques mois l'été. Là, cet été, par exemple, vous pouvez aller jusqu'à 85 degrés nord. Il y a aussi bien des navires de croisière que d'autres navires commerciaux qui sont montés jusque là-haut.
Donc, l'enjeu pour la Russie, c'est comment faire pour éviter ce scénario finalement catastrophe où une opportunité s'ouvre avec la fonte de l'Arctique pour la Russie, mais l'opportunité ne peut pas être maximisée puisque ce qui va intéresser tout le monde, c'est de passer directement par le nord, et c'est-à-dire donc par les eaux internationales plutôt que de passer par la ZE russe. Donc voilà un petit peu la situation, en tout cas le grand problème des stratèges russes en ce moment. Comment faire pour justement ramener tout le monde vers les côtes russes dans la zone économique exclusive. Et donc, du coup, ça amène le gouvernement russe à développer un certain nombre d'aides, un certain nombre de défiscalisations, un certain nombre de subventions, etc., pour essayer de faire en sorte que les gens passent par la zone économique exclusive russe aujourd'hui, prennent un certain nombre d'habitudes, permettent à la zone d'être optimisable et sécurisée, et petit à petit, une fois que ce sera fait et que les infrastructures seront bien montées sur l'ensemble de la zone, l'idée, c'est en gros qu'ils seront fidélisés et qui passeront par là plutôt que de passer par les eaux internationales. Donc la Russie, elle a ce problème où à la fois elle essaye d'être assertive, mais de l'autre côté, elle ne peut pas être complètement assertive parce qu'il faut quand même qu'elle attire les investisseurs et les armateurs dans ses eaux parce qu'elle ne peut pas faire forcément tout ce qu'elle veut non plus. Il y a cette épée Damoclès de la fonte des glaces qui pourrait in fine se retourner contre elle. C'est très clair. Je vais terminer avec une dernière question, un peu plus personnelle. Est-ce que vous pourriez être le prochain secrétaire ambassadeur de l'Arctique? Je pense pas, je suis pas assez politique. Je suis pas assez politique, je suis un petit peu trop cash, et puis je sais que j'ai pas des amis partout, donc je suis pas sûr de pouvoir être nommé ambassadeur pour les pôles, non. Mais ça pourrait être un très beau poste, en tout cas, je saurais quoi en faire. Entendu. Bon, je pense qu'on va finaliser dès à présent cette conférence, qui est pour moi un succès malgré les problèmes techniques au début. On a appris énormément de choses. Bastien, si tu souhaites compléter, en tout cas, je vous remercie, Nico, pour cette présentation. C'était vraiment passionnant. Merci à vous, merci à tous. Et puis, désolé du coup que GoToMeeting ne m'ait pas permis de mettre la caméra, mais toujours est-il qu'on se reverra ailleurs et dans d'autres circonstances. Merci à tous. Encore merci, Miko Meran, d'avoir accepté notre invitation. On ne voulait pas faire cette Ocean Week sans parler de l'Arctique. Et donc, naturellement, on voulait la faire avec vous. Encore merci. Merci, messieurs. Voilà, à la prochaine. Au revoir Nico. Si vous êtes intéressé pour rejoindre un comité, que ce soit le comité marine ou énergie, n'hésitez pas à nous contacter avec Bastien. On sera ravis de répondre à vos questions. Voilà. Je vous remercie encore une fois et bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à tous.